Gérard Mercier, dans la situation que nous vivons actuellement dans le pays. Oui, mais je pense qu'il a raison, puisque c'est vrai que Emmanuel Macron et François Bayrou s'érigent toujours comme un peu des remparts face au chaos, sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est en grande partie, non pas eux la solution, mais eux le problème. Et c'est là où en fait, François Bayrou est le Premier ministre le plus détesté, enfin en tout cas le plus impopulaire, pardon, de la Ve République. Emmanuel Macron, dans un sondage du 26 août, 67% souhaitent sa démission. Donc, on est sur des choses qui sont du jamais vu. Voilà. Et face à ce type de problème, peut-être qu'à un moment, il faudra mettre le pays au-dessus de ses considérations personnelles. Du président de la République à Toulon hier, qui assure que François Bayrou a raison de demander ce vote de confiance, François Gérard Mercier. On se demande s'il a raison, ou est-ce que finalement c'est une balle qui s'est volontairement tirée dans le pied? Oui, alors, mais il y a différents niveaux. Est-ce qu'il a raison politiquement? A priori, non, parce qu'il a du mal à faire ses calculs. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas d'abstention de la part du RN, c'est certain que François Bayrou tombe. Après, il y a la question plus morale. Est-ce que c'est normal qu'un Premier ministre, un gouvernement puisse rester en poste et aux affaires sans jamais avoir eu de confiance de la part du Parlement? On reste une république parlementaire, quoi qu'on en pense, et donc la réponse est non. Donc dans ce point de vue-là, c'était peut-être logique qu'ils demandent la confiance. Mais là où ils font une erreur, c'est que pardon, ils disent que c'est sur le constat et la méthode. Mais en fait, c'est pas la réalité. Ils demandent un vote de confiance. Et est-ce qu'aujourd'hui, les forces politiques ont confiance en François Bayrou? Est-ce que les Français ont confiance en François Bayrou? La réponse est non. Le niveau de détestation et d'impopularité de François Bayrou est au plus haut. Deux Français sur 3 ne veulent plus d'Emmanuel Macron à la présidence de la même manière. Donc en fait, de potentielles solutions, et ils sont passés au problème. Donc là, en fait, ils se sont complètement trompés de constat et de solutions proposées. En fait, là, à ce stade, il faut juste qu'ils passent la main. Il y a deux questions qui peuvent se poser, Florian Gérard Mercier. D'abord, est-ce que le président de la République, est-ce que François Bayrou a une chance de s'en tirer face à ce vote de confiance? Et la deuxième question, c'est est-ce que le vote sanction sera à l'encontre du Premier ministre ou à l'encontre du président de la République? Au Parlement. Le problème, c'est que le Parlement ne peut pas voter contre le président de la République. Donc, bien sûr, mais en faisant sauter indirectement. Voilà, en faisant sauter un peu ce paratonnerre à François Bayrou, que François Bayrou avait promis à Emmanuel Macron qu'il serait quand il lui a demandé d'être nommé Premier ministre, c'est sûr que ça remet Emmanuel Macron face aux Français, face à la crise, et avec une réalité qui est qu'il vaut mieux un mauvais budget que pas de budget du tout et qu'une crise politique comme on l'a vécu sous Barnier. Parce que pendant ce temps-là, quand il n'y a pas de budget, les administrations ne peuvent plus bien fonctionner, elles ne peuvent plus investir, les entreprises arrêtent d'investir également, les Français arrêtent de consommer. Bref, l'intégralité de l'économie est à l'arrêt et ça rend le problème encore plus grand, sans compter des potentielles attaques des investisseurs internationaux sur notre dette qui devient gigantesque. Mais il a complètement raison. En fait, c'est vraiment le symbole, enfin, cette réaction des détenus montre qu'on a tapé là où ça fait mal. On a tapé là où ça fait mal parce qu'ils ne peuvent plus commanditer de meurtre, parce que ce sont quand même des gens qui ont du sang sur les mains. Ils ne peuvent plus gérer leur livraison de drogue, gérer les points de deal, etc. Et donc, en fait, ça aussi désorganise les réseaux en dessous. C'est ça l'objectif. C'est d'une part que ces têtes de réseau ne puissent plus continuer à gérer le narcotrafic, et que du coup en dessous il y ait une désorganisation, peut-être des guerres intestines pour essayer de reprendre la place. Et donc là, ce qui se joue, c'est que ces grands narcotrafiquants, j'en vois qu'ils sont en train de perdre la main, parce que oui, ils appellent tout le temps leur avocat, etc. Mais c'est quand même un peu plus compliqué. Et donc vraiment, c'est une chose très positive. Également ce qui se passe avec ce qui se passe en Guyane. Et donc cet isolement, honnêtement, est parfaitement mérité pour ces criminels, voilà, tragiques et efficaces. C'est ça le point principal. CNews est responsable visiblement donc de tous les problèmes de ce pays. Ce n'est certainement pas le gouvernement de M. Macron, ni les gouvernements successifs. C'est les chaînes d'information continues, et en particulier CNews. Oui, mais non, mais les propos sont honteux. Les propos là, de l'ex-garde des Sceaux sont honteux, parce que les chiffres aussi lui donnent tort. Je veux dire, il y avait 277 000 victimes de violences en 2016. Aujourd'hui, en 2024, il y en a
450 000. Donc ça veut dire que c'est une augmentation de plus de moitié. Donc ça veut dire que l'insécurité a augmenté, la violence a augmenté dans notre pays. Les chiffres du ministère de l'Intérieur sont absolument d'une clarté limpide sur le sujet. Donc maintenant, le fait qu'ils disent que, en fait, le cœur de son point, c'est de dire la justice n'est pas laxiste. Mais en fait, c'est notre système qui est laxiste, c'est nos lois qui sont laxistes. Parce que si on revient ici sur le cas aussi de ce Sénégalais qui a mis 7 coups de couteau au compagnon d'Isabelle Piboulot pour rien, c'est une agression vraiment gratuite. Si François Hollande n'avait pas supprimé les doubles peines qui avaient été mises en place par Nicolas Sarkozy, eh bien, cet individu aurait été effectivement expulsé de notre pays suite à sa condamnation, parce que la double peine se serait appliquée, parce que la justice aurait pu appliquer cette double peine. Aujourd'hui, quand on a supprimé les doubles peines, eh bien, la justice, bon, elle applique des choses. Et derrière, il y a effectivement tout l'aspect de... qui sont les magistrats, l'idéologie qui s'est inscrite dedans. Et c'est peut-être ça aussi le sujet. Oui, alors il y a plusieurs points ici. Premièrement, c'est symptomatique effectivement de l'islamo-gauchisme dans nos universités et de l'antisémitisme qui est rampant. Et c'est là où il faut, à mon sens, vraiment passer du constat aux actes et prendre des mesures du style de celle de Donald Trump aux États-Unis, c'est-à-dire d'aller chercher tous ces présidents d'université qui ne luttent en aucune manière contre l'antisémitisme, d'aller couper les subventions publiques aux départements qui sont gangrénés par l'islamo-gauchisme et par l'antisémitisme pour mettre un terme à ces dérives totales. Parce que, mais ça, c'est un vrai sujet, ce que fait Donald Trump aux États-Unis, qui mène depuis son retour une guerre sans relâche contre plusieurs universités du pays. C'est le cas notamment d'Harvard, c'est le cas de Columbia, en raison justement des violentes manifestations pro-palestiniennes qui avaient dégénéré, on s'en souvient, c'était au printemps 2024. On a un président, il est revenu sur ses premières mesures, il faut le dire quand même, pour être tout à fait honnête. Il est revenu sur ses premières mesures. Ils ont trouvé un accord où les subventions sont quasiment garanties. Ça, c'est avec Columbia. Ça dépend. Ça dépend avec Columbia. Parce que Columbia, c'est justement, a fait des changements assez profonds. Ça n'a pas été le cas avec Harvard. Harvard fait de la résistance et justement, il ne lâche pas le sujet. En tout cas, ici... Mais il prend le sujet très à cœur. Exactement. Et ce n'est pas forcément le cas du président français. Et on peut s'interroger parce que le président de France n'a pas prononcé un seul mot sur le cas de Nour Atala. Mais rien du tout. Et juste, pardon, il y a ici les Gazaouis, parce que le problème se pose précisément, mais de manière plus générale, on continue d'importer des antisémites en grande quantité. Tous les demandeurs d'asile alors attention, on ne dit pas que tous les Gazaouis sont antisémites. Non, mais bien sûr. Et l'ensemble des réfugiés gazaouis ne sont certainement pas antisémites, mais il y a clairement un contrôle à faire. C'est l'ancien ambassadeur de France en Israël qui disait dernièrement que les étudiants gazaouis qui ont une vingtaine d'années vivent dans une enclave palestinienne qui est dirigée depuis une vingtaine d'années par le Hamas, par ce mouvement terroristes islamistes. Ils ne peuvent avoir le droit d'aller étudier à l'étranger que aussi avec l'aval du Hamas. Donc ils sont en grande partie conditionnés et endoctrinés par ce mouvement. Et donc juste pour finir, conclure, je pense qu'il devrait y avoir un département de la DGSI, donc la Direction générale des renseignements intérieurs, qui regarde ça sur tous les demandeurs d'asile, tous les réfugiés, qui aillent étudier les réseaux sociaux pour débusquer tous ceux qui ont ce type de déclaration. Des effectifs énormes. Oui, mais faisons-le, parce qu'ils le font aux États-Unis.